Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition spéciale depuis les Assises nationales du logement et de la ville à Paris. Je suis Lila Apollonia-Fournier, journaliste à Bâti Actu et chef de rubrique architecture. Et je suis en présence de Monsieur Perraudin. Bonjour. Bonjour. Nous nous intéressons aujourd'hui au travail de votre agence, l'atelier Architecture Perraudin, que vous co-dirigez avec votre fils Jean-Manuel. Vous vivez entre la Camargue et le Sénégal. Vous êtes architecte depuis 5 décennies et vous avez remporté en 2024 le Grand Prix national de l'architecture. Votre agence, elle est fondée sur des principes qui sont à la fois géographiques et climatiques. Vous utilisez systématiquement des ressources locales. Et vous m'avez dit, pendant qu'on préparait cette interview, que vous prônez une architecture décarbonée. Et donc, vous faites souvent appel, notamment, je pense, à la terre, à la pierre dans vos réalisations. Je pense par exemple au chai viticole que vous avez construit pour vous-même à Vauvert dans le Gard en 1998, ou encore au pavillon d'accueil de la carrière de Fontvieille, plus récemment, qui a un ouvrage qui a été livré en 2024 dans les Bouches-du-Rhône. Je sais que c'est une question assez vaste, mais voilà, je voulais savoir ce que vous reteniez de vos 5 décennies de pratique. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez testées puis abandonnées, d'autres que vous avez adoptées? C'est une vaste question et intéressante en même temps. Alors, je fais une architecture décarbonée, c'est-à-dire qui tente de se décarboner justement pour répondre aux défis que pose la question du changement climatique, dont aujourd'hui plus guère de gens ne sont opposés, n'y sont opposés. Et donc, cette architecture décarbonée, elle passe effectivement par l'utilisation, pas seulement, mais en grande partie de matériaux, des matériaux que moi j'appelle géosourcés ou biosourcés. Donc, ces matériaux sont bien sûr la pierre, mais également aussi la terre et le bois. Et ce sont des matériaux de prédilection pour les travaux que nous avons faits. Ces travaux, bien sûr, prennent racine dans des contextes différents. Certains sont en France, dans le nord ou dans le sud, d'autres sont en Europe, dans d'autres pays d'Europe, d'autres sont même sur d'autres continents, aujourd'hui en Afrique, demain en Amérique. Donc chaque fois, la question de la ressource, bien sûr, se pose. Elle ne se pose pas seulement en termes de proximité, parce qu'on a tendance à dire oui, il faut prendre le matériau qui est sur place. Oui, bien sûr, si vous le pouvez, c'est une bonne idée. Mais la question se pose aussi du mode de transport. C'est-à-dire que si vous prenez une pierre que vous allez prendre, je ne sais pas, de l'autre côté de la Méditerranée et qu'elle est transportée par bateau, eh bien son bilan carbone est très bas. Donc il ne faut pas penser systématiquement à proximité immédiate parce qu'on n'a pas toujours les bons matériaux aussi sous la main. N'oublions pas que Fernand Fouillon, lorsqu'il construisit les bâtiments en Algérie, à Alger, a fait venir la pierre du sud de la France, donc des carrières en particulier, les carrières de Fontvieille. Et ces transports n'avaient pas un coût carbone, disons, très important. On a construit aussi également en Corse un musée, et ce musée est en partie construit avec des pierres qui viennent du sud de la France, donc du sud du continent, et qui étaient transportées en Corse. Donc voilà, pour nous, l'architecture décarbonée, c'est en particulier ceci. Mais ça n'est pas que ceci. Parce que l'architecture décarbonée veut dire aussi bâtiment économe en énergie. Donc, ce n'est pas simplement la construction, mais c'est aussi la maintenance d'un bâtiment, donc le fait de le chauffer ou de le rafraîchir, qui sont effectivement aussi facteurs d'une architecture décarbonée. Et c'est les moyens qu'à ce moment-là on se donne, c'est ceux de construire avec des dispositifs architecturaux qui engendrent naturellement des économies d'énergie. Je vais Les prendre un exemple. dispositifs low-tech qu'on appelle ça aujourd'hui? Les dispositifs low-tech qu'on appelle aujourd'hui? Alors moi, je sais pas, je suis pas trop branchouille, hein, je sais pas low-tech, ce que ça veut dire, mais enfin, admettons. Par exemple, les constructions où les bâtiments s'emboîtent les uns dans les autres, hein, ce qu'on appelle la maison dans la maison,
c'est une façon de répondre à des conditions climatiques variables, par exemple entre l'été et l'hiver, et vous pouvez à ce moment-là engendrer des économies d'énergie, tout simplement par le fait, c'est extrêmement simple, hein, vous habitez plus large en été et vous habitez plus petit en hiver. Simplement, vous diminuez à ce moment-là vos besoins énergétiques et vous engendrez donc des architectures climatiques qui ont des bilans carbone extrêmement bas. Et qui sont évidemment beaucoup plus agréables à vivre en fait. C'est aussi ça l'idée. Alors l'agrément de vie, c'est peut-être encore une question plus complexe. Certainement sur le plan strictement du confort physique, oui. On peut effectivement avoir un confort extrêmement important du fait justement qu'on n'a pas la nécessité de faire appel à des techniques ou des machines pour apporter ce confort, et que ce confort naturel vous remet dans une situation, j'allais dire, de rapport harmonieux avec l'espace dans lequel vous êtes, certainement. Mais je pense que la problématique est plus complexe que ça. Bon, c'est un peu long, ça serait un peu long à développer parce que qu'est-ce qui fait le bonheur des gens? Il n'y a pas que leur habitation, il y a aussi le contexte dans lequel ils sont, leur métier, leur situation professionnelle, etc., etc. Donc il y a beaucoup de facteurs, hein. Justement, je voulais vous demander aussi, lors de la remise du prix, du Grand Prix national d'architecture 2024, dans votre discours, vous disiez favoriser une architecture dite sociale. Qu'est-ce que vous entendiez par là? Oh, c'est une chose très simple, c'est que l'architecte est au service de la société et dans ce sens-là, il fait une architecture nécessairement sociale. Parfois, les architectes oublient cette dimension-là et se mettent plutôt au service, disons, de producteurs de logements qui n'ont pas nécessairement pour objectif de satisfaire les habitants. Oui, c'est un prisme économique. Voilà, il y a des problématiques économiques, ce que je comprends parfaitement. Une entreprise, si elle n'a pas des objectifs économiques, elle est perdue, elle est finie. Donc il y a nécessairement des objectifs économiques dans une société, une entreprise privée par exemple. Et donc, nous, architectes, on doit justement apporter la dimension sociale qui l'est moins dans ces situations-là. Et donc, on peut, c'est une forme, disons, d'engagement éthique. C'est ce que j'ai voulu dire. C'est-à-dire que notre travail, c'est un travail social, puisque obligatoirement, tout ce qu'on fait, pas seulement les logements, mais les bâtiments publics, etc., le sont pour la société. Donc, il ne faut pas oublier cette dimension, et c'est une vraie conscience éthique qui permet effectivement de rester engagé dans cette direction sociale. Justement, vous parlez d'engagement, d'éthique. À ce même vêtement, durant votre discours, vous avez affirmé que votre fils et vous, je cite, vous proposez de refonder l'union des hommes avec leur environnement pour les rendre heureux et paisibles. Du coup, comment on y arrive en tant qu'architecte? C'est là où vous allez me faire développer, c'est un petit peu long. C'est un petit peu long parce qu'il met en jeu effectivement des situations sociétales aujourd'hui, notamment celles qu'on appelle la disruption, hein, celle où les hommes, devant l'accélération des technologies, des inventions technologiques, on peut dire, se trouvent désemparés. Et d'être désemparés, ça les empêche effectivement d'être heureux dans leur espace de vie, de manière générale, que ce soit la ville, le logement, l'unité d'habitation. Donc cette disruption doit être combattue. Et nous, architectes, pour la combattre, c'est une proposition que je fais, bien sûr, je ne dis pas que c'est une solution absolue. Nous prétendons que si les constructions architecturales sont sobres et ne reflètent pas la prétention égotique des architectes, alors il y a une chance pour que les habitants retrouvent la dimension créatrice de leur bonheur, parce qu'on ne peut être heureux que si on crée son bonheur. C'est ce que disait d'ailleurs ce chercheur Ivan Illich, qui disait aux architectes: vous ne pouvez pas faire des habitations, vous pouvez faire des logements mais pas des habitations, parce qu'habiter, c'est une démarche créatrice. Donc cette démarche-là, pour qu'elle puisse exister, il faut que l'espace, il faut que l'écriture architecturale
laisse, on va utiliser ce terme-là, même s'il n'est pas tout à fait juste, laisse l'habitant libre de créer son propre espace et donc de se retrouver en harmonie dans son espace et son environnement. Très bien. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, Monsieur Perraudin. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Bâti Actu.